Et pendant cet assaut, Mohamed Merah a fait preuve d'une énorme capacité de résistance. Il indique aux négociateurs qu'il finira les armes à la main en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Un hommage aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Hommage lors duquel le président français François Hollande a assuré à la communauté juive qu'il veillerait à sa sécurité. Benjamin Netanyahou, lui, a pris la parole en français avant de poursuivre en hébreu et de chanter « Israël vivra ». בבית משפחת פוגל באיתמר, עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. Bon, l'affaire Merah, comme son nom l'indique, aurait pu n'être qu'une simple affaire, disons, de criminels avec des motivations politiques, mais exactement comme nous avons connu des actions anarchistes, par exemple, sous la Troisième République, ou alors, disons, des actes de désespérés, ou même, disons, relevés simplement d'une pathologie. Bon. Dès le départ de l'enquête, notre attention, c'est-à-dire celle du public, a été portée sur une possible organisation qui aurait soutenu l'action de cet homme. On nous l'a fait sentir, et en effet, on ne peut pas imaginer, cela restera toujours, disons, une énigme, un tel sang-froid d'exécution dans un homme qui n'offre pas, ou ne présentait pas en tout cas, une personnalité, disons, en rapport avec cet acte. Bien sûr, les témoins ont désavoué, disons, ont contredit la version policière. Ils ont été écartés. Il y a eu deux grands témoins, disons. L'un a été donc cette dame de Montauban, qui a brossé de lui un portrait qui n'était pas du tout celui de Merah. Et ensuite, je crois, l'élève de l'école israélite toulousaine, qui l'a également décrit tout à fait de manière étrangère, quoi, à ce qu'il était. Les écoutes téléphoniques ici ont, comme on le sait maintenant, représenté cet homme comme peu cultivé, ne sachant quasiment pas l'arabe, sauf, disons, un arabe vulgaire, hein, incapable de lire le Saint-Coran. Ces voyages ont été eux-mêmes contredits. Je dirais même que pour ce qui touche l'Afghanistan, nié par les autorités locales et américaines. On a parlé de séjour en Israël, ce qui est, paraît-il, avéré, mais se heurte quand même à la grande difficulté, disons, d'être, disons, conditionné par une surveillance policière locale. Vous savez que quand vous embarquez pour Israël, déjà vous êtes interrogé sur les motifs de votre voyage, etc. Là-bas, bien sûr, vous êtes quand même, n'oubliez pas surtout ceci, dans un régime qui est un régime d'exception. Le régime de l'entité sioniste est un régime qui vit sous le régime d'exception britannique, qu'il a pris à son compte, et lequel avait été créé pour, disons, confisquer les propriétés appartenant aux nations ennemies, à savoir l'Italie et l'Allemagne, qui avaient, vous savez, des colonies à l'époque, des colonies en particulier très importantes du point de vue allemand, et religieuses du point de vue italien, et ceci a été appliqué aux Palestiniens.
palestiniens. Donc, quand vous êtes dans l'État d'Israël, vous êtes tout confronté, disons, aux conséquences d'un régime militaire d'exception qui n'a jamais été abrogé. Voyez, ce qui explique justement, ce qui justifie même de la part des Israéliens toutes ces mesures qui sont exceptionnelles. Et donc on ne voit pas comment un homme comme Merat puisse passer à travers, disons, ce filet. Sa mort a été bien sûr aussi quelque chose qui est entre le drame. Je l'ai entendu ici, j'ai entendu les coups de feu donc toute la nuit puisque j'habite à 300-400 mètres de chez Merat. C'était des grenades assourdissantes, des choses comme ça. Chacun sait que le ministre de l'Intérieur disait que Sarkozy le veut vivant, Est-ce que d'autres l'ont tué? Mais ça, c'est une hypothèse, bien sûr. Mais une hypothèse que chacun ne peut que se formuler. Comment n'a-t-on pas pu arrêter cet homme en pleine rue au lieu de faire un siège assourdissant qui finalement a tué le principal témoin. Son frère maintenant est présenté comme un dangereux individu. Je dirais que les réflexions sur l'affaire Merat me conduisent à dire que, de même que lui avait été emprisonné, beaucoup de ces jeunes gens qui se lancent dans le crime ou le petit crime, mais simplement parce qu'ils sont à l'abandon dans une société qui ne s'occupe pas d'eux, il faut quand même le dire de façon très, très commune, très simple, quand ils sont en prison, sont toujours pris en main par un service de renseignement ou un service policier, sous prétexte de les contrôler. Et nous avons beaucoup de soi-disant islamistes aujourd'hui qui sont recrutés par des gens qui eux-mêmes sortent de prison. Alors, bien sûr, c'est une manière de voir, dirais-je, qui n'aurait pas surpris un homme comme Balzac, par exemple. Balzac disait que ce qui marchait en France depuis la fin du XVIIIe siècle, c'était la police. Il disait même qu'à travers tous les régimes, c'était les mêmes manières de faire, de surveillance, qui étaient constatées. Je crois que l'affaire Merat a été bien sûr liée à l'affaire de Benghazi, bien sûr, qu'elle est, disons, en rapport avec la politique française à ce moment-là, qui était une politique donc, de coalition avec les Américains. C'est une politique qui se poursuit, et la politique du ministre actuel, de M. Wels, justement, est de s'aligner également sur cette continuité, c'est-à-dire de démanteler des réseaux qui sont eux-mêmes entretenus, puisque nous savons que maintenant, clairement, d'après l'affaire libyenne et l'affaire syrienne, que ce soi-disant islamisme est en réalité, disons, une arme supplémentaire entre les mains de l'OTAN, entre les mains des Américains. Quand on parle de l'OTAN, je veux dire, c'est les États-Unis d'Amérique, qui ont favorisé cet islamisme, comme, je dirais encore plus haut, M. Brzezinski, par exemple, a favorisé aussi les révolutions islamiques, qui ont mal tourné pour les Américains en Iran, bien sûr, parce qu'il y a eu une première révolution, mais il y a eu une contre-révolution de Khomeini, bien sûr, et ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est de détruire la contre-révolution de Khomeini pour remettre en place une révolution, voyez-vous, dont le but est justement l'encerclement de la Russie. Bon, ceci c'est dit en peu de mots, comme si par exemple vous deviez résumer la guerre de 30 ans, vous la résumeriez naturellement en 2 ou 3 mots. Et je crois que le grand piège dans lequel qui est préparé aujourd'hui, c'est de criminaliser toute la population nord-africaine en particulier, qui est ici d'abord dans un premier temps poussée à un rigorisme religieux, et à un deuxième temps on dénonce ce rigorisme, vous voyez, qui est au départ identitaire, comme une potentialité de crime. Et on donnera toujours l'affaire Merat, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de religion du crime, voyez-vous, avec ses saints. Voyez, et ce saint, c'est naturellement Merat. Mais voyez, oui, je sais, j'ai entendu dire, parce que j'ai de nombreux élèves qui m'en ont parlé ici à Toulouse, qui sont très au courant de cette affaire-là, que cet homme était extrêmement médiocre. Et en tout cas, on ne voit pas comment il aurait été endoctriné. C'est comme si vous me dites que vous êtes endoctriné par un pope grec et que vous ne sachiez pas le grec ou le russe, voyez. Bon, c'était un peu dans son cas. Alors à ce moment-là, est-ce que vous faites un feuilleton? Parce qu'un feuilleton, c'est ce qui continue. L'affaire Merat continue. On met en garde, non pas contre ce qu'on découvre, mais ce qu'on nous annonce qu'on découvrira. Et on en découvrira de plus en plus. Naturellement, ceux qui sont les experts, non pas les experts, mais disons les gens les plus sages de notre société, nous avertissent que nous allons vers une sorte d'affrontement civil, voyez-vous, en Europe,
Les Allemands seuls ont écrit, d'ailleurs, les journalistes ont écrit sur ce point-là, et cet affrontement civil, qui sera d'ailleurs encadré par des services étrangers, c'est-à-dire les services américains, bien sûr, feront que de cette guerre civile, nous allons supplier de rentrer dans une guerre mondiale, voyez-vous. C'est-à-dire nous allons faire la politique de gribouille, voyez-vous, ou cette politique qu'on appelle aussi de fuite en avant. C'était, je terminerai là-dessus, c'était une politique, c'était d'abord une sorte de réaction militaire, vous savez, dans la guerre russo-japonaise. Les Russes étaient tellement exaspérés de crouler sous l'artillerie japonaise qu'ils préféraient se lancer en avant. Et nous allons faire pareil. Nous n'allons pas supporter cet affrontement civil qui maintenant s'enracine. Voyez-vous, on ne sait pas quel sera le résultat, mais on sait qu'il est attendu. Et on sait pourquoi il est attendu. C'est pour pouvoir nous permettre, nous mobiliser davantage, voyez, nous militariser davantage, nous policer davantage, si je puis dire, afin d'être, disons, réunis derrière le drapeau américain, voyez-vous, le drapeau du leadership, j'entends, voyez. Et là-dessus, évidemment, bon, on vous expliquera que la Révolution française vient de la Révolution américaine, etc. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un troisième débarquement, mais cette fois-ci pas sur les côtes de l'Europe, on va essayer de le faire en Sibérie. Bon, je crois qu'évidemment, là, nous aurons quand même des surprises, voyez.